Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française dirigé par Emmanuel Ratier, assisté de Françoise Varlet. Diffusé en direct le 14 janvier 2009 de 18 à 21h, en différé le 15 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et encore par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net. Alors, deuxième partie de ces émissions, je vous en prie, ne zappez pas ou ne passez pas une autre émission, ne la coupez pas parce que on va parler de philosophie, mais j'espère que ça va être intéressant ce soir. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Francis Cousin, qui est docteur en philosophie, et qui, après différentes aventures et différents métiers, parce que c'est un homme qui a beaucoup d'arcs, enfin beaucoup de flèches à son arc, a monté un cabinet qui, à mon avis, est assez unique en France, qui est un cabinet de philo-analyse. C'est-à-dire que ce n'est pas un psychanalyste, il ne fait pas de la psychoanalyse, il fait de la philo-analyse et accessoirement, on pourrait dire dans un langage plus marketing, qu'il fait c'est un spécialiste de l'évaluation des conflictualités sociales en entreprise. Pour être clair, et comme il nous l'expliquera, parce qu'en fait c'est extrêmement simple, il essaye de remettre sur pied des gens qui ont été véritablement cassés dans la vie active. Et puis, j'ai le grand plaisir de recevoir Maxence Caron, qui est jeune, très jeune, ça me fait plaisir, parce qu'il est né en 1976, mais il est déjà lauréat de l'Académie française. Il est agrégé de l'université, docteur en philosophie, directeur de collection aux éditions du Cerf. Il a publié plusieurs ouvrages, dont un ouvrage qui avait fait pas mal de bruit, qui s'appelle Heidegger, pensée de l'être et origine de la subjectivité. Il a écrit sur Saint-Augustin, enfin il écrit sur toutes sortes de livres, et sur toutes sortes de philosophes, et il sort un court roman extrêmement dense, qui s'apparente un peu à un pamphlet, et qui s'appelle Microcéphalopolis, et qui sort chez Via Romana. Donc, comme à Radio Courtoisie, il faut donner toujours un thème à ces émissions. J'ai écrit qu'est-ce que la philosophie peut nous apporter en temps de crise. Et donc, je suis ravi d'accueillir ces deux personnes parce que ce sont des gens normaux, qui n'ont pas des grandes barbes, qui sont pas des rats de bibliothèque, qui sont des gens qui sont spécialistes en philosophie, dont la philosophie, on pourrait dire, est une grande partie de la vie, mais qui, d'autre part, vivent dans le concret, vivent dans le réel, et en ce moment, doivent certainement s'interroger, voire apprécier la crise qui vient. Et on pourrait dire que Microcéphalopolis, donc qui sort chez Via Romana, qui est sorti aujourd'hui, je crois. Oui, disons qu'il sort en ce moment, puisqu'il sera exactement en librairie à partir du 20 janvier et qu'il est sorti des presses le 6 et que nous avons fait le service de presse aujourd'hui même. Voilà, donc c'est la première fois que vous passez à Radio Courtoisie pour ce livre. Pour ce livre, oui. C'est pas voilà, non, mais je sais, vous êtes un habitué. Un habitué, peut-être voilà. Pas. Mais peut-être bientôt, vous allez voir. Ça suffit à créer une habitude, mais... Vous allez voir. Donc, je disais pourquoi ça tombe bien, parce que c'est un roman de la fin des temps. Et on a l'impression que on rentre dans une certaine fin des temps. Vous avez parlé d'un pamphlet, je ne voudrais pas du tout qu'il y eût de malentendus. Ce n'est pas un pamphlet, parce que c'est véritablement une peinture de la fin des temps, et le côté pamphlétaire qui se perd toujours dans le détail
dans les petites histoires, dans les petites manigances, etc., n'est absolument pas présent dans ce roman. Il s'agit d'une vue ample qui regarde de manière synoptique, de manière panoramique, une époque, la nôtre, à travers, évidemment, le prisme, je dirais simplement, de l'ampleur que peut donner un regard averti par une certaine forme d'habitation de la spiritualité, qui est en l'occurrence la spiritualité chrétienne. Enfin, le ton est vif. Ah mais oui, mais je vais juste en lire. La vigueur ne suffit pas à faire le pamphlet. Il y a des romans vifs. Le roman de Léon Blois, qui s'appelle La femme pauvre, est un roman vif, et c'est un roman, ce n'est pas un pamphlet. Blois, quand il écrivait des pamphlets, écrivait des pamphlets. Quand il écrivait des romans, écrivait des romans. Ces romans n'étaient pas des pamphlets. Ces pamphlets étaient des pamphlets. C'est donc un roman. Oui, mais bon, enfin, je vais juste parce que lisez. 2 lignes, 4 lignes au hasard. Bon, d'instinct, le tétard faisait triompher la paresse de ceux qui estiment que la tradition tient en elle trop d'exigences. Vous voyez, bon, ces affalés préfèrent laisser libre cours à l'interne chimpanzé qu'ils sont fiers de traîner, en qui ils entendent se complaire et qui se réclament tyranniquement une culture pour lui tout seul, celle de la luxure du marché, celle du glauque, de la bigarrie, de l'anomie, et puis etc. Bon, de la bigarrure, de l'anomie, etc. Oui, mais là vous prenez un extrait en plein milieu d'un développement. Je tiens à insister sur une chose fondamentale. C'est un roman. Là, vous prenez une phrase en plein milieu comme ça. C'est un petit peu comme si on prenait d'une phrase musicale exactement. Il y a un phrasé dans une phrase musicale. On prenait les notes en plein milieu de la phrase. On ne voit pas très bien. Le tétard dont il s'agit est un personnage bien précis du roman. Voilà. Oui, mais par exemple, je reprends mon page 16. C'est pas trop loin parce que commencer en début de paragraphe. Ces deux pas au boulevard de Microcéphalopolis sonne continuellement l'heure de la fête obligatoire où l'imbécile, c'est-à-dire celui qui vote, déferle on ne sait plus quelque porte putaine et vient remuer le boutoir devant ce qu'on lui dit qu'il peut en faire sa pâture pour quelques heures. Bon, oui. Donc vous voyez, c'est vif. Déferle on ne sait plus quelle porte putaine. Vous ne trouvez pas que ça sonne bien? Moi j'aime beaucoup. Ah mais je vous dis pas que ça me plaît pas. Et effectivement, mais voilà. Mais la porte putaine n'existe pas. Et donc vous voyez bien qu'on est dans le romanesque et non pas dans le pamphlétaire. Microcéphalopolis est une ville imaginaire qui n'a jamais existé. Toute ressemblance avec une ville déjà existante est purement fortuite et les personnages également. Enfin, c'est un livre qui tombe quand même pas au hasard. Je ne sais pas. Le hasard finalement est lié à notre ignorance des causes. Voilà, ou peut-être la providence si vous préférez. Voilà. Bon, en tout cas, il s'agit bien d'un roman, d'une allégorie que j'ai voulu avant tout une sorte de essayons cet oxymore de lanterne musicale promenée sur un monde en ruine, un monde échoué, une ville, donc Microcéphalopolis, qui signifie pour nos amis qui ne sont pas hellénistes la ville des cerveaux minuscules. Promener, si vous voulez, la musicalité au-dessus des ruines pour montrer que nous vivons dans l'élément de l'âme par rapport à un spectacle de décomposition qui ne fait plus illusion pour personne. Alors certaines personnes peuvent peut-être se raconter encore quelques histoires. Moi je veux leur en proposer une autre d'histoire, celle de cette ville imaginaire bien entendu, au sein de laquelle bien existent certains personnages dont ils verront notamment qu'ils ont gouverné Microcéphalopolis depuis pendant un laps de temps. Voilà, donc on a tout simplement dans cette ville, on croise la femme qui veut devenir un homme, l'homme qui veut devenir une femme, l'octant couple contemporain, la perversité intéressée des groupuscules d'intérêts divers, de l'extrémisme droitier à l'extrémisme gaucher, le raciste fangeux, l'antiraciste grégaire. On verra aussi succéder les règnes donc de 4 personnages qui, au nom des microcéphaliens, ont gouverné et dont le dernier gouverne précisément Microcéphalopolis. Là encore, toute ressemblance avec quiconque est évidemment contingente. L'important, c'est aussi la musicalité de l'ensemble, car c'est une sonate qui a été construite. Imaginez-vous Liszt
traversant Babylone. Il a écrit Les années de pèlerinage sur des très beaux paysages. Bon, Florence, Rome, Venise, et ça. Bon, Lys traversait comme ça les très beaux paysages. Imaginez-le traversant avec son génie des villes épouvantables et les rendant des accords extraordinairement dissonants au sein de villes épouvantables comme Sodome et Babylone. Eh bien, écoutez, essayons de faire ça littérairement. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai évidemment le génie de Lys. En attendant, la tentative littéraire doit être aujourd'hui à ce niveau-là totalement épanouie. Aujourd'hui, il faut savoir ouvrir les yeux et voir ce flux de banalité charrié par les arts dans ce faux semblant de civilisation. Qu'est-ce aujourd'hui que le produit littéraire? Un rien bruyant qu'on expose et ne lit pas, aucun discernement, aucun effort. Qu'un seul de ceux que la rumeur intronise écrivains nous dise qu'il fait effort pour écrire ces obus de graisseuses et disgracieuses niaiseries, et l'on en pleure pour lui. Car je garde mes larmes pour le salut du monde, l'on en rit plutôt. Donc l'outre-modernité, puisque c'est ainsi qu'il conviendrait d'évoquer notre époque, la post-modernité, mais l'outre-modernité crée des lecteurs qui s'illetrisent à mesure que de lire. Alors quel est votre objectif en signant ce livre? Mon objectif en signant ce livre, je vous dis, c'est ce livre a une structure extrêmement claire. On commence par se situer dans le principe. Le principe, c'est celui dont il est dit que in principio erat verbum. Donc le principe qu'est Dieu lui-même. À partir de là, placé dans cet élément fondamental, nous pouvons regarder, nous avons cette grâce de lumière intérieure par laquelle nous pouvons porter un regard sur le monde dans lequel nous vivons, dont nous voyons qu'il n'est absolument pas adéquat à un quelconque effort vers l'accroissement de soi dans des valeurs qui sont tout simplement celles de la spiritualité, de la création, de l'art, de la pensée. Bon, à partir de là, effectivement, fort de cette lumière, nous pouvons voir où est la fausse monnaie. Cette fausse monnaie-là, eh bien, par un langage à la fois qui se trouve entre celui de Céline et celui de La Fontaine, qui n'hésite pas sur les néologismes ni sur les archaïsmes, qui même néologise l'archaïsme, car la tentative langagière de ce roman est très intense. C'est une langue neuve dans un pays qui ne connaît plus sa langue. Cette tentative-là, partant donc de ce point de vue divin, promène donc cette musique lumineuse, car emplie d'une lumière supérieure, sur ce monde complètement, je dirais pas déliquescent, parce qu'il n'est pas possible de descendre plus bas, quoi qu'on peut toujours faire plus nul, mais et une fois qu'on a décrit, en général, on a décrit précisément toutes ces sphères, tous ces domaines de la société microcéphalienne, qui encore une fois est totalement imaginaire, eh bien, nous remontons, vous lirez les dernières pages, nous remontons précisément au principe, nous nous replongeons précisément dans la pensée véritable, dans les perspectives qui sont ouvertes par le flot cataractant de l'esprit qui vient, car c'est un roman tout simplement qui est celui de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il y a deux phases, celle de la révélation des horreurs et celle de la révélation que nous en serons bientôt délivrés par celui qui vient. C'est tout simplement un roman sur la sagesse qui vient, qui nous révèle précisément ce dont nous allons être délivrés et ce dont elle va nous illuminer dans les prochains jours de sa venue. Enfin, je dirais que pour le moment, on est dans la première partie et que donc la deuxième reste à venir. Et donc, je vais demander à notre deuxième invité, qui n'a pas lu le livre parce que l'ouvrage va sortir en librairie, mais d'après ce qu'on lui en a dit, est-ce que ça, Maxence Caron n'a pas souhaité dire qu'il décrivait l'époque actuelle, mais enfin bon, je pense que l'auditeur et le lecteur de ce roman le comprendra. Ça décrit le monde dans lequel nous vivons actuellement. Je retiendrai, pour commencer, à travers ce qu'a dit
Maxence Caron, Pensée véritable et fin des temps, et ça va me permettre d'articuler ce que j'aurais à dire sur le sujet, qui certainement recoupera ce qu'a dit notre ami. On vit le temps du chaos, on vit le temps du chaos de l'indistinction, on vit le temps de la marchandise absolue, on vit le temps de la dictature du spectacle social, et dans ce pouvoir absolu de la marchandise, où la dictature de la représentation et où la dictature de l'avoir a pris la totalité du champ social, il n'y a plus d'autre signification que celle que l'avoir et le spectacle de la marchandise donnent aux hommes. Donc déjà, le premier point, c'est de comprendre que les mots n'ont plus de sens. Les mots n'ont plus de sens. Que veut dire philosophie ? Que veut dire philosophie ? Aujourd'hui, pour les gens, philosophie, ça peut avoir le contenu scolaire ou institutionnel de l'insipidité régnante, parce que la philosophie universitaire, la philosophie scolaire, c'est un dressage social qui vise à reproduire cette insipidité spectaculaire du temps marchandise, ce temps marchandise qui a tué l'être des hommes pour que l'être des hommes soit totalement colonisé par l'avoir. Donc je reprendrai ce qu'a dit Maxence Caron sur la fin des temps et la pensée véritable. La société du spectacle marchand qui s'est emparée du monde depuis déjà de nombreux siècles a tué le sens, elle a tué la signification, elle a tué le désir, elle a tué la sacralité, elle a tué la vraie jouissance de l'être, et elle a fait jusqu'à faire disparaître l'être lui-même, puisque non seulement l'être a disparu, mais l'être a disparu jusqu'à ce point de spectacle social où l'oubli de l'être est devenu lui-même un oubli, puisque c'est ce que dit Heidegger. Non seulement les gens ont oublié l'être au sens où ils ne le mémorisent plus, mais ils en ont perdu la signification. J'ai oublié un rendez-vous, j'ai oublié dans ma mémoire le rendez-vous, mais j'ai su à un moment donné qu'il y avait un rendez-vous. Aujourd'hui, dans le spectacle social, l'oubli de l'être est tel que les êtres n'ont plus de sens à l'être. Et je constate assez souvent dans les consultations, les ateliers ou les séminaires que j'organise, que quand je pose cette question toute bête, qu'est-ce que l'être ? J'ai un temps de silence considérable, alors que quand je pose la question « qu'est-ce que l'avoir ?», j'ai immédiatement des séquences qui arrivent, c'est acquérir, c'est posséder, c'est détenir. C'est-à-dire jusque dans la linguistique la plus élémentaire des êtres, avoir a un sens, mais être n'en a plus. Et la grosse problématique du temps présent, c'est bien évidemment la catastrophe historique, le spectacle de la décomposition, la crise financière des fétiches, la fin d'un temps, ce temps du bluff marchand universel qui est en train de se retourner contre lui-même, mais c'est aussi toutes ces souffrances individuelles, ces pertes d'énergie, ces angoisses dont particulièrement je m'occupe, puisque je m'intéresse bien évidemment à l'histoire universelle, mais la spécificité du capital, c'est de recevoir des individus en inquiétude, en souffrance, en difficulté, et je réponds toujours à la question, le mal-être renvoie d'abord à la question du sens de l'être. Pourquoi les gens vont mal ? Pourquoi les gens ne vont pas ? Pourquoi les gens sont perdus ? Pourquoi les gens se cherchent ? Pourquoi ont-ils besoin d'aller taper dans un ballon ? Pourquoi ont-ils besoin de peindre une peinture stupide ? Pourquoi ont-ils besoin d'aller voyager pour, dans une transhumance aliénatoire, déplacer le stock de vide qui les emporte ? Parce que précisément le sens de l'être ayant complètement disparu, retrouver la richesse profonde de ce qui définit l'être, l'équilibre de l'homme en lui-même, dans sa matrice fondamentale, dans sa spécificité créatrice, tout cela a disparu. Donc les gens ont besoin effectivement d'agitation factice. Le travail, la représentation sociale sont des éléments clés. Vous retirez aux gens leur travail, leur identité, leur paraître social, leur diplôme, leur existence linguistique dans le champ social du parler, la représentation, le narcissisme de l'image. Vous retirez tout ça, les gens tombent. Parce que la société du spectacle marchand qui depuis des siècles a pris le pouvoir de l'universalité mondiale fait qu'aujourd'hui les gens sont vides si le spectacle social de la marchandise qui est rentré en eux disparaît. Qu'êtes-vous quand vous ne parlez plus de votre travail, de vos loisirs, de vos sports, de vos enfants, de vos parents ? Qu'êtes-vous ? Et alors là, il y a un grand silence, parce que précisément, le champ social de l'occupation artificielle a conquis l'intégralité des êtres. Donc, il faut déjà beaucoup réfléchir pour se poser cette question. Alors, moi je dirais que les gens ne se posent pas la question de manière explicite, mais que la souffrance, la difficulté, le décalage, tout ce qui les traverse en inquiétude, en mal-être, vient dire que même là où la question ne se pose pas, la question se pose.
la question se pose. Et alors là, ça nous ramène d'une manière extrêmement simple aux questions classiques de la philosophie. Je disais tout à l'heure qu'il y a le chaos indistinctif. Il y a effectivement, comme le disait Hegel, il y a en toute chose le vrai et le faux. Il y a la philosophie vraie et il y a la philosophie fausse. La philosophie fausse, institutionnelle, scolaire, universitaire, médiatique, toute cette épicerie... Attention, vous avez un agrégé de l'université devant vous, mais je pense pas il s'arrêtera à cette simplification. Il sait très bien, comme moi, que nous avons des centaines de docteurs et d'agrégés estampillés qui sont dans une vacuité totale du point de vue de la philosophie réelle. Ils sont dans un... la distinction entre philosophie vraie et philosophie fausse ne passe pas par l'institution, le fait d'y appartenir ou pas. Disons qu'aujourd'hui... Je suis rassuré, Maxence Caron ne part pas. Je savais qu'il ne partirait pas. La vérité ou la fausseté d'une philosophie passe par son contenu, non pas par les gens qui peuvent ne pas la comprendre, et qui, agrégés ou pas... Dans votre roman, vous décrivez véritablement une société du mal-être. Non, je ne décris pas une société du mal-être. Je ne décris pas une société qui vit des problèmes au sens où elle aurait des problèmes qui aurait une cause dans le, comme dit Monsieur Cousin, dans le merchandising ou bien dans l'absence de la possibilité de se poser des questions, etc. Ça, ce sont des explications qui sont certainement justes, mais qui ne vont pas, à mon sens, suffisamment loin dans l'horizon de questionnement. On a fait le diagnostic maintes fois de tout ce qui n'allait pas. Le but n'est pas aujourd'hui, je pense, de continuer à dire ce qui ne va pas, bien que je le dise précisément dans les lignes là, que ce sont des lignes descriptives. Le but n'est pas d'analyser encore une fois, je pense, pourquoi telle ou telle chose ne va pas, parce qu'il y a telle cause politique, parce qu'il y a telle cause économique, telle cause financière, telle cause psychanalytique, sociologique, etc. Non, il y a une cause ontologique, fondamentale, qui est celle de l'errance intérieure de l'homme en lui-même, qui atteint aujourd'hui, après des siècles d'histoire, je dirais son acmé. Il y a une errance fondamentale dans l'homme. Cette errance s'adule. Elle finit par aduler sa propre adulation et à tomber dans des points d'aveuglement dont plus personne ne veut sortir, parce que plus personne déjà ne sait qu'elles sont là. Plus personne n'a la notion, tout simplement, de ce qu'il est dans ce qu'il aime. Ils ne savent plus ce qu'ils aiment, ils ne savent plus effectivement ce qu'ils sont. Pourquoi ? Parce que les différentes sédimentations d'ignorance de soi sont telles, effectivement, Vous êtes d'accord sur le fait que les gens ne savent plus ce qu'ils sont, au moins tous les deux ? Ne savent plus, au sens, on serait d'accord effectivement dans la formulation de la conclusion que vous venez de dire, mais je dirais les causes sont à voir, à mon sens, de manière beaucoup plus profonde, dans le sens où elles ne sont ni sociologiques, ni politiques, ni rien. Il y a un point ontologique, un point aveugle ontologique, qui est le fait que l'homme a une tendance à s'oublier, comme un vieillard s'oublierait sous lui, à poursuivre des buts. Ça, c'est une première tendance, une libido dominandi. Cette libido dominandi, effectivement, est telle aujourd'hui dans un monde de la vitesse, etc., qu'elle est accompagnée en plus d'un désir effréné d'oublier pertinemment ce que nous sommes en train de faire. Une politique de l'autruche sur la propre façon dont on entretient un rapport au monde. Cette dynamique d'immanence dans laquelle nous nous plongeons, fait que l'immanence finit par recouvrir un peu plus chaque acte volontaire pour le faire rentrer dans une mécanique. Et l'homme qui devient mécanique est une personne de moins en moins libre, de plus en plus rattrapée par un destin. Le destin, c'est le contraire de la liberté, une fatalité qui fait qu'il est victime de lui-même et finit par porter au nu des valeurs qui sont celles de sa propre destruction. À partir de là, on arrive tout simplement à des effets pervers qui sont absolument sidérants. Vous pouvez montrer actuellement aux personnes tel ou tel fait absolument indignant. Ils sont trop fatigués pour s'indigner. Ils n'ont plus envie de s'indigner. Ça ne les intéresse plus de s'indigner. Ils acceptent.
Ils sont résignés. Ben oui, pourquoi? Parce que la sédimentation dont je vous parle a tout simplement fait un tel travail d'avachissement, qu'ils n'ont plus de ressort en eux-mêmes pour que la petite lumière de l'âme, qui est toujours présente, même chez les plus avachis, cette petite lumière de l'âme puisse encore éclairer quoi que ce soit, ou quand elle éclaire, elle n'a pas suffisamment de quoi diffuser au fond de la personnalité. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il faut demander tout simplement que quelque chose de plus grand que soi vienne diffuser sa grâce pour que tout l'être puisse remonter. Voilà. Alors, Maxence Caron parlait de gens qui deviennent machines. Pratiquement, la machine broie les individus, broie l'être, etc. C'est des gens que vous voyez, vous. Oui, mais je voudrais revenir préalablement sur ce qu'a dit Maxence Caron sur l'ontologie. Parce qu'il faut bien rester quand même dans le... Voilà. Nous ne sommes pas sur France Culture, n'est-ce pas? Heureusement. Donc, il faut que... J'ai le souhait que ça soit utile aux gens qui nous entendent. Il faut avoir une vision profondément historique. C'est-à-dire que l'avachissement, la perte de signification de l'être dans sa relation à l'être qui a été oubliée, toute cette gigantesque dynamique de déchéance et d'oubli de l'être, elle est historique. Et c'est là où, entre guillemets, Hegel va plus loin que Heidegger. Et pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure sur les institutions, il s'agit effectivement pas de dire que tous les gens qui sont dans les institutions universitaires sont effectivement digérés par le système au point de ne produire que l'insipide. Mais il faut remarquer que dans cette grande trajectoire historique, radicale et critique de ce qui refuse la déchéance dont parle Maxence Caron, et que Hegel situe en termes d'aliénation. Il y a un processus historique. C'est-à-dire que si je prends les grands moments clés, je prends les présocratiques, je prends Hegel, je prends Heidegger, aujourd'hui, je n'ai plus, et je ne peux pas avoir de pensée universitaire qui produise quelque chose de radical, parce que justement, la machine a été totalement intégrée au système, et ce n'est pas par hasard que les seuls aspects radicalement nouveaux qui ont émergé dans ce qui a été post-heideggerien, c'est ce qui, dans la mouvance situationniste, s'est radicalement situé en dehors du champ de la pensée institutionnelle. Oui. Donc, ce qui est... Oui, allez-y si vous voulez dire quelque chose. Non, mais c'est-à-dire que parlons philosophie, parlons technique. Les visions historiques de Hegel et de Heidegger, très bien. Allons-y, ce sont deux penseurs que j'ai lus abondamment. Deux visions très antithétiques. Quand on les regarde, Hegel est un penseur de la prise de conscience progressive d'une instance de conscience cosmique qui arrive jusqu'à elle-même à travers différentes figures, se niant successivement pour parvenir à comprendre qu'elles ont finalement une nécessité au sein d'un vaste ensemble qui est circulaire. Bon, ce qu'il appelle l'histoire. On va être trop technique pour l'auditeur. Non, mais alors, après ça, Heidegger, bon, tout simplement pour dire pour les auditeurs, chers auditeurs, Hegel est un penseur qui pense l'histoire de manière progressive. Heidegger est un penseur qui pense l'histoire de manière régressive, au sens où depuis les présocratiques et l'éveil des premiers penseurs matinaux, comme dit Heidegger, c'est-à-dire les présocratiques dont vous parliez, les penseurs matinaux ont vu quelque chose qu'ont oublié progressivement. C'est la thèse de Heidegger, je n'y souscris pas. Malgré certains livres que j'ai pu écrire effectivement pour expliquer la pensée heideggerienne qui est très importante, en attendant, Heidegger est discutable. Donc les présocratiques ont vu quelque chose pour Heidegger, des choses qui ont été oubliées, notamment l'éclair de l'être, etc. Platon est venu passer une couche d'oubli, Aristote en a rajouté une, etc. Ils en ont tous rajouté une jusqu'à ce que Heidegger vienne pour désenclaver cet oubli. Et voilà. Donc, évidemment, l'histoire pour Heidegger, à ce moment-là, est une histoire, je dirais, on va dire, déchéante de la philosophie. Donc, on ne peut pas mettre Hegel et Heidegger dans le même panier à salade conceptuelle, au sens où ce n'est pas du tout la même vision de l'histoire, et notamment le second, Heidegger, a beaucoup critiqué la vision historique de Hegel en faisant précisément quelque chose de particulièrement dangereux pour l'oubli de l'être lui-même dont vous parlez. Donc, personnellement, je ne vois pas, si vous voulez, dans Hegel ni dans Heidegger, des hommes capables de nous faire comprendre
plus que ce qu'ils ont dit. Et ce qu'ils ont dit ne permet pas de comprendre exactement. Alors le premier, Hegel, sûrement pas. Et le deuxième, Heidegger, pas beaucoup. L'état de confusion complète dans lequel nous nous trouvons. Heidegger va faire une fixation sur la technique. Alors c'est intéressant la technique chez Heidegger. Ce n'est pas la technique au sens uniquement de l'objet technique. Heidegger n'est pas un anti-technologique, ce n'est pas un être arriéré qui aime s'enfermer dans sa cabane de la forêt noire, ne pas avoir l'eau courante, se balader en espadrille l'été et en après-ski l'hiver. Heidegger n'est pas un être... Voilà. Alors, Heidegger est simplement une personne qui a vu dans l'objet technique une manière d'emprisonner l'objet que nous avons sous les yeux pour ne plus voir en lui éclore quelque chose de gratuit, quelque chose que seul le poète saura nommer. Mais à partir de là, est-ce que Heidegger va vraiment au fond du malaise occidental qui consiste tout simplement à l'oubli total, non pas seulement de l'être, comme il le dira, mais l'oubli de soi, l'oubli qu'on s'oublie soi-même, l'absence totale de mémoire pour les tâches eschatologiques, parce qu'il n'y a pas d'eschatologie chez Heidegger véritablement. L'eschatologie heideggerienne, c'est une mythologie bizarre qu'il greffe sur sa propre phénoménologie à partir de la moitié de son itinéraire intellectuel. Bon, est-ce que ce sont des choses qui sont excessivement pertinentes pour comprendre véritablement ce qui se passe aujourd'hui? Alors, c'est la question que je pose. Alors, je vais intervenir. J'aimerais que vous me répondiez. Voilà, oui, mais il faut pas que la discussion soit trop technique. Voilà, c'est ça. Parce que moi, le but, c'est quand même... Parce que nous sommes en microcéphalie, c'est pour ça. Non, ce qu'on peut... Non, mais ce que peut apporter la philosophie en cette période de crise, je sais que c'est bassement matériel. Alors, il faut s'identifier et donc on va en profiter pour lire quelques messages parce que malgré les sujets difficiles et complexes, les messages vont nous dire que nous sommes trop compliqués. Alors, oui, c'est exactement ça. Écoutons-nous. Donc vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la résistance française d'Emmanuel Ratier qui reçoit ce soir Francis Cousin et Maxence Caron pour son ouvrage Microcéphalopolis, entre autres. Alors un auditeur nous dit « Bravo, ça c'est de la poésie ». Ce qui me paraît être un compliment, puisque les grands philosophes dans Heidegger accordent beaucoup d'importance à la poésie. Un autre auditeur, nous sommes dans une société d'excitation permanente, donc de dépression. Un autre auditeur, on pourrait suggérer d'écouter ce que vous dites. Vous dites des banalités affligeantes. Je m'étonne qu'Emmanuel Ratier perde son temps à inviter ces messieurs. Merci, monsieur. Mais continuons. Emmanuel Ratier perd aussi son temps à lire des messages. Vous savez, dans l'autre émission, on m'a accusé de lécher les babouches de Ben Laden. Alors, vous savez. Donc, continuez. Alors, je ne comprends pas bien celui-là. Moi, j'ai la poêle, c'est ça? Oui. J'ai la poêle. Toutes les 2 minutes, soit c'est un problème psychiatrique. Soit c'est un éleveur de poules. Voilà. Alors, vous voyez le niveau dans lequel on en est. Je n'ai pas compris cette formule. Non, mais c'est pas bien grave. Moi non plus. Voilà. C'est peut-être un lecteur des champs magnétiques qui vient de tourner la page 4. Voilà, c'est assez surréaliste. Alors, mais on va essayer de pas tomber dans un débat technique. C'est ce que je voulais dire. Ce que je voudrais, c'est qu'on parle justement j'aurais plaisir à de manière très courte sur les catégorisations philosophiques, sur la différenciation Heidegger, Hegel, etc. Mais si vous voulez, dans la mesure où je suis entre guillemets un philosophe praticien, je vois que il y a tout un langage à traduire dans la traduction du langage, parce que quand je reçois des gens et que je leur parle et que je les accueille dans une problématique de difficulté, si je sortais la valise à catégorisation heideggerienne, hegelienne ou présocratique, je les tue. Donc, vous n'avez pas entendu un seul gros mot, c'est-à-dire aucun concept dans ma bouche il y a 5 minutes. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux auditeurs, je pense que la première chose à faire, c'est au-delà des divergences qui peuvent opposer Hegel à Heidegger ou présocratique, aller à ce que j'appellerais une substance philosophique des profondeurs. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qui les oppose, il y a une matrice substantielle essentielle qui nous dit l'essence de l'homme est dans la vérité de l'être. Alors après, il va y avoir des divergences sur l'histoire de l'être, sur la manière dont l'être est posé, sur ce qu'est la vérité. Mais en synthèse, aujourd'hui, pour cette fin des temps de la société spectaculaire en crise, qui est la dictature de l'avoir et qui a voulu tuer l'être,
cette essence de l'homme qui renvoie à la vérité de l'être par rapport à toutes les définitions philosophiques qui ont été données de la vérité de l'être. Il y a une matrice critique pour non seulement comprendre la crise du spectacle marchand qui tue l'homme, la crise du spectacle marchand qui tue chaque individu qui vient en mon cabinet et qui parle parce qu'il va mal. Donc, ce qui, moi, me semble essentiel, c'est de mettre en perspective, au-delà des différences entre les présocratiques, Hegel, Marx, Heidegger, les situationnistes, enfin, une multitude de gens ont compris, au fur et à mesure que l'histoire avançait, qu'il y avait un problème dans le rapport historique que l'être entretenait ontologiquement à lui-même, parce que l'ontologie n'est pas une catégorie, l'ontologie est une dynamique historique. Pendant des siècles... Alors, il faut dire ce que c'est que l'ontologie. Je suis désolé, je le sais, mais les auditeurs le savent certainement pas. Disons que l'ontologie, c'est la relation la plus élémentaire que l'être a à l'être. L'ontologie, tout simplement, c'est Ontos, la pensée, logos, la pensée qui s'intéresse au problème de l'être. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire et qui est très intéressant, c'est que les philosophes ne naissent pas par hasard. Les philosophes, les présocratiques vont naître dans une période de scission de l'homme avec lui-même. Si je prends par exemple les textes de César ou les textes de Tacite sur les Germains, c'est très intéressant. Les Germains n'ont pas d'État. Les Germains n'ont pas de pouvoir. Les Germains ignorent la propriété privée. César est très étonné. Les Germains n'ont pas de druides. La propriété privée est inexistante. Tacite nous explique que la femme germanique, contrairement à la femme romaine, a des prérogatives incroyables dans le champ social. Pendant des siècles, les communautés humaines ont vécu dans un rapport ontologique à elles-mêmes où la communauté de l'être s'équilibrait dans un monde qui avait repoussé la possession, l'acquérir et l'avoir. On en a d'ailleurs aujourd'hui en France des milliers et des milliers de traces dans ce que beaucoup d'entre nous rencontrent dans des petits villages où il y a encore les communaux. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, l'homme a vécu communautairement une dynamique d'être où la possession n'existait pas. Progressivement, la possession a commencé à faire craquer les communautés et on a abouti à aujourd'hui, mais n'oublions pas que par exemple au XIXe siècle, la guerre des demoiselles en pays ariégeois, ce sont des communautés paysannes qui s'insurgent contre la ville qui vient détruire la communauté. Pour simplifier très grossièrement, alors pour simplifier, messieurs, vous nous décrivez un peu l'opposition qui peut exister entre la communauté et la société, pour faire exactement facile, mais pour que les gens comprennent. La philosophie ne serait pas née en Grèce si à un moment donné la scission entre l'être et le groupe, entre la société et le cosmos, bref, toutes les séparations n'avaient pas explosé. La société grecque, avant la philosophie, est une société où la question logique ne se pose pas parce qu'il y a une immanence de l'être à lui-même. C'est précisément quand l'immanence première est cassée et que l'homme est coupé du groupe, coupé de lui-même, que l'inquiétude commence à naître, le souci, la réflexion. Il n'y a pas de philosophie germanique dans la communauté germanique. Alors, il y a des chamans, il y a des... Alors, je vais vous couper la parole. Allez-y. On va lire 3 messages, Allez-y. ça va vous faire du bien. D'une auditrice, quelle merveilleuse émission, première émission d'un tel niveau sur le temps que nous vivons. Passionnant. D'une auditrice encore, je vous félicite pour cette émission très intéressante, d'un niveau remarquable. C'est les dames qui s'y intéressent, comme vous voyez. Et d'une autre auditrice encore, ce qu'on entend est formidable. Je trouve très bien, Monsieur Caron, qu'il continue à parler, cela me ravit. Voilà. J'ai été émerveillé par le texte lu dans la première demi-heure. Maintenant, c'est trop technique. Évitez de lire des messages d'auditeurs trop critiques. Bon, moi, j'essaye de lire des messages positifs et négatifs pour qu'on comprenne. Alors, avant qu'on reparte dans que les messages négatifs fussent un minimum compréhensibles. Voilà. Parce que sinon, on peut pas critiquer les philosophes de ne pas être compréhensibles. Alors, dans des domaines trop élevés, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que vous m'en aviez parlé, j'ai trouvé votre travail passionnant et je vais pas dire que j'ai trouvé là la première application de la philosophie à la vie courante, mais vous vous êtes plongé dans le réel, vous avez affronté le réel. Donc vous avez créé un cabinet de philo-analyse, Francis Cousin, ce qui est un cas, je pense, assez unique en France. Alors j'ai quelques confrères qui ont créé des cabinets d'instituts pratiques ou des... Enfin, il y a très peu, si vous voulez, le Maxence Caron ne me contredira pas là-dessus. Les premiers présocratiques étaient des locuteurs des rues. La philosophie, avant d'être une intellectualisation écrite, a d'abord été une pratique. C'est-à-dire que des hommes parlaient
Et dans cette rencontre où les hommes parlaient, il y avait un certain nombre d'élucidations qui venaient. Le texte est venu après. Alors, la première chose qui m'a frappé dans mes expériences professionnelles, alors c'est pas, je dis pas là, je fais pas une critique radicale de la psychologie et de la psychanalyse, mais disons que je mets en perspective une différence fondamentale. Les présocratiques, Heidegger, Hegel et beaucoup d'autres, au-delà de leurs divergences, expliquent qu'il y a un rapport contradictoire dans la modernité qui tue l'épanouissement de l'être. C'est qu'effectivement, le rapport fini-infini est mort, puisque aujourd'hui l'homme n'a pour seul infini possible que l'infinité des galeries marchandes de l'avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, que l'on soit païen ou chrétien, les enfants ne vont plus à l'église ou au temple, ils vont dans les galeries marchandes. C'est-à-dire que les galeries marchandes sont devenues l'espace fantasmatique et religieux de la modernité. Alors les gens consomment du spectacle social. J'existe parce que je suis représenté, parce que je passe bien, parce qu'on m'applaudit. J'ai besoin, sur le théâtre social, d'être reconnu. Et simultanément, j'ai besoin d'acquérir, j'ai besoin de posséder. Sauf au terme de tout cela, la relation avec l'infini n'existe pas. Et les gens ne vont pas. Je vais prendre l'exemple d'un de mes patients. Je dis des patients parce qu'il patio, il est en souffrance. C'est un cadre supérieur qui a eu des activités de très très grande importance au niveau international. C'est quelqu'un qui a fait de grands voyages, qui avait beaucoup d'argent, qui lisait même Aristote, puisqu'il avait une vision non pas radicale de la philosophie, mais distractive. On peut se distraire par la philosophie, alors que la philosophie n'a pas pour objet de se distraire. Et donc cet homme-là part à la retraite et tout s'effondre. Pourquoi cet homme qui part à la retraite d'un seul coup s'effondre? Parce que l'intégralité du spectacle social de ses jouissances dans le factice s'arrête. Il a voyagé dans le monde entier, il a pris l'avion, il avait de l'argent, il a eu une femme, il a eu des maîtresses, il a eu des enfants. Un roi sans divertissement. Mais à un moment donné, il se retrouve tout nu. Alors, moi je lui dis, mais il est jamais trop tard pour vivre. Un divertissement sans roi. Il est jamais trop tard pour vivre. Même quand t'as 60 ans ou quand t'as 65 ans, on s'aperçoit que le monde factice des galeries marchandes, qui tue la sacralité, qui tue l'infini, qui nous réduit à ne plus être que des objets matériaux, quantitatifs, qui consomment des matériels quantitatifs. Il est toujours possible de s'en rendre compte. Et il est possible en profondeur de comprendre. Alors, des millions de gens ne vont pas bien, et on les restructure en surface dans l'appareil psychique. On leur explique que papa a fait ceci, que maman a fait cela, qu'il faut qu'ils aiment leur image. Parce que la psychologie et la psychanalyse, dans le cadre du spectacle social de la marchandise, ont une fonction thérapeutique d'adaptation au spectacle social de la marchandise. Vous n'aimez pas votre image, nous allons vous aider à la valoriser. C'est-à-dire que quand les gens, je reçois des gens qui sortent de cabinets psychologiques ou psychanalytiques, qui sont encore plus abîmés que quand ils y rentraient, parce que justement, au lieu de leur désir... Pourquoi les gens vont pas? Les gens vont pas parce qu'ils ont perdu le rapport à l'infini. La société marchande se présente comme l'infini. Et les gens se disent, mais cette marchandise qu'on me présente comme de l'infini, je ne la sens pas être de l'infini. Donc ils vont mal, ils dépriment, ils ont des angoisses, ils prennent des médicaments. Mais ça ne résout rien. Alors, ils vont voir un psychologue qui les restructure en surface et qui leur dit « Il faut que ça aille bien. Nous allons valoriser votre image. Vous allez voir, nous allons trouver une issue. Nous allons restructurer votre relation psychique aux autres et vous allez aller mieux. » Sauf que ça, c'est l'empire de la marchandise, c'est l'empire du faux et les gens ne vont pas mieux. Donc, ce que j'essaye de faire à travers les présocratiques, Hegel, Heidegger et beaucoup d'autres trajets, c'est par un questionnement philosophique, au début relativement simple, après un peu plus complexe, amener les gens à retrouver la route de l'être. Les gens sont mal parce qu'ils ont perdu la route de l'être. À redevenir un peu eux-mêmes, c'est ça, ou c'est trop simplifié? En position de retrouver leur humanitude. Parce que aujourd'hui, on parle d'humanité, mais qu'est-ce qu'un être humain? C'est un rouage marchand de l'appareil marchand universel. Ça fait des siècles que l'avoir, l'argent, le pouvoir, la représentation, l'image ont détrôné la relation transparente de l'être à l'être. Donc aujourd'hui, l'être est perdu dans l'avoir, la représentation, le spectacle et le faux, et il souffre. Qu'est-ce que vous appelez la relation de l'être à l'être? J'appelle la relation de l'être à l'être, cette relation... Je vais vous prendre un exemple qui est très intéressant. Attendez, soyons platoniciens, ne me répondez pas par un exemple. Mais si, je veux vous répondre par un exemple parce que il faut que les gens comprennent. Justement, les gens vont bien comprendre. C'est une maman qui me parlait de son enfant et qui me rappelait des éléments de sa jeunesse et qui les comparait avec les éléments de jeunesse de son enfant.
Elle, quand elle avait 6-7 ans, elle jouait avec un bâton au bord de l'eau, sans technique, sans iPod, sans portable. Et elle était effarée de me dire que cette naturalité, qui est justement une relation de lettre à lettre, où il n'y a pas de médiation factice, un enfant qui joue avec un bout de bois au bord de l'eau, qui respire l'immanence de ce qu'est la fusis, la nature, la réalité profonde de l'être, ça n'existe plus. Combien d'enfants aujourd'hui entre 6 et 10 ans ont capacité de cet épanouissement spontané? S'ils n'ont pas le portable, l'iPod, la tour machin, le truc d'enregistrement X, c'est-à-dire que la technique aliénatoire de la marchandise a complètement bouffé l'enfance. Un exemple, tout bête, trivial, mais qui est très profond, parce qu'il introduit toute la compréhension globale du mécanisme de l'aliénation. D'accord, mais alors, vous avez parlé de rapport à l'infini, vous parlez de relation de l'être à l'être. Tout cela sont des thèmes très intéressants, mais alors, je voulais juste vous demander, et peut-être dire aussi une chose. Le rapport à l'infini, c'est très bien. Simplement, il faudrait quand même savoir exactement quel est l'infini dont vous parlez et justement lui donner la consistance suffisante pour que le rapport de l'être à l'être dont vous déplorez le manque soit précisément possible. Et on ne peut pas avoir de relation à l'être si l'être n'a pas de consistance suffisante. Et précisément, l'heideggeryanisme est une philosophie qui parle beaucoup de l'être puisqu'elle ne fait que ça. Donc, mais la définition heideggerienne de l'être, à savoir l'être comme pure diffusion, comme diffusion de soi, comme fusis, comme éclosion, comme dévoilement, comme etc. N'est pas quelque chose qui permet de comprendre l'être dans une quelconque stance, puisque de toute façon toute stance, substance est considérée par Heidegger comme étant quelque chose de chosique, donc quelque chose qui n'est pas dans le flux, etc. Et donc pour Heidegger, malheureusement, l'être à ce moment-là se voit réduit à une chose, et pour Heidegger, la question devient absolument impossible puisque on ne peut pas penser l'être comme une chose. Alors c'est la grande aporie, c'est le grand problème, le grand problème insoluble de l'heideggerianisme, et c'est pour ça que il me paraît très difficile de pouvoir redonner une quelconque notion de l'infinité dont vous parlez et de l'être et du rapport de l'être à l'être pour reprendre ce dont vous parlez avec beaucoup de chaleur, à partir du moment où la consistance de cette infinité et la consistance de l'être, ce que Heidegger appelle la Beständigkeit, exactement, dans les fameux Beiträge zur Philosophie. Excusez-moi, je parle une langue différente. Cette Beständigkeit, cette consistance, n'est pas donnée. Chez Heidegger, elle n'est jamais donnée. Heidegger voit dans l'être un flux donateur. Le dernier mot de l'heideggerianisme, c'est la conférence Temps et Être de 1962, où il est question de l'être comme d'une donation. Et dans cette donation, il y a un acte de don, mais il n'y a absolument pas de quoi poser sa propre personnalité dans une stance, simplement dans un abri. Il parle de l'abri de l'être, il est formidable, Heidegger parle de l'abri de l'être, mais cet abri de l'être, encore faudrait-il pouvoir l'avoir construit pour pouvoir éviter de se prendre les orages et les foudres de l'angoisse dont vous parlez. C'est-à-dire que les gens ne vont peut-être dans les directions dont vous parlez uniquement parce qu'ils n'ont pas de quoi se loger. Alors quand on n'a pas de quoi se loger, on essaye de se rattraper sur un iPod, parce qu'ontologiquement parlant, on se sent en déshérence. Donc la question, c'est surtout pouvoir définir une nouvelle ontologie. Et alors évidemment, là, je parle avec Microcéphalopolis, j'ai écrit un roman, etc. Mais par ailleurs, je m'occupe j'ai écrit avant la parution de ce livre, un autre livre qui s'appelle La vérité captive, qui paraît normalement en mars, s'il n'y a pas de retard éditorial. Évidemment, le monde de l'édition n'est pas le monde d'une science exacte, mais ce livre qui s'appelle La vérité captive essaye une nouvelle ontologie trinitaire par-delà Heidegger. Et il me semble que c'est la moindre des choses, si vous voulez, avant de dire aux gens de pouvoir sortir de ce flux mécanique dans lequel ils se trouvent, que de pouvoir justement leur donner un positionnement dans l'être. Parce que l'être, c'est quelque chose de très abstrait. Quand vous parlez de l'être à quelqu'un, vous disiez tout à l'heure que l'être, précisément, on ne sait pas de quoi on parle. Par contre, quand on parle de l'avoir, on sait tout de suite de quoi l'on parle. Si on parle de l'être selon Heidegger, vous n'êtes pas sans savoir bien sûr que l'être, Heidegger le synonymise
prise avec le temps. Être est temps. Or, si jamais je rejoins Saint-Augustin dans les Confessions, cette phrase très célèbre, le temps, si jamais on ne m'en parle pas, je sais ce que c'est. Si jamais on me demande ce que c'est, je ne sais plus de quoi il s'agit. C'est exactement la même chose avec l'être. C'est pour ça qu'il faut quand même définir un certain domaine d'épaisseur au sein duquel l'être puisse nous donner effectivement sa substance au sens exact du terme substance, sa teneur. Alors, toujours pour orienter et jamais ne partir ni trop haut ni trop bas, mais aujourd'hui on est très haut, il y a des gens qui s'en plaignent, on va lire quelques messages. D'une auditrice, la philosophie, c'est très bien d'entendre ça sur Radio Courtoisie. Ce que dit vos invités, c'est bien vrai. D'un auditeur, merci Radio Courtoisie pour cette émission qui montre la hauteur de vue. Cela change de la philosophie de supermarché à la BHL qu'on entend sur les autres médias. D'une auditrice, merci beaucoup de votre émission très intéressante. Dans le diagnostic catastrophique de perte de sens que vous faites, ne pensez-vous pas que la pédagogie actuelle, centrée sur l'élève, ainsi que les différentes formations intellectuelles, visent au néant ? D'un auditeur, vous devriez lire Saint Thomas d'Aquin, qui est commenté par Étienne Gilson. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Et vous n'aurez plus de problème de lettres. D'un autre auditeur, l'être est une entité qui a besoin d'un point de repère qu'il appelle Dieu pour pouvoir guider son existence pour le meilleur, mais certainement pas pour le pire. CF, voire message précédent. Bon, alors la balle repart, mais je veux pas que ça soit un duel. Non, Ce que je veux, c'est, vous voyez, c'est être pratique, parce que les gens que vous voyez, par exemple, on a bien vu que vous êtes tous les deux docteurs en philosophie, brillants, etc. Non, mais vous avez les diplômes requis. Bon, et puis vous exprimez d'une manière châtiée, dans un langue, spirituelle, etc. Très bien. Bon, mais justement, on parlait, vous nous avez dit l'avoir. Et Maxence Caron vous dit qu'est-ce que l'être. Bon, les gens, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Et qu'est-ce que c'est que et qu'est-ce que pour eux, après un certain travail effectué sur eux-mêmes avec votre aide, etc. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être un peu plus humains? L'essentiel, c'est de permettre la mise en positionnement d'un questionnement qui va permettre, par le dialogue, d'ouvrir justement les portes qui sont refermées par le champ social. J'enverrai une petite pique à mon collègue, c'est que il faut problématiser historiquement. C'est-à-dire que l'histoire de l'aliénation, ce qui a détruit l'être, c'est l'histoire de l'aliénation, c'est l'histoire des puissances marchandes qui, au cours des siècles, c'est-à-dire que l'être n'a pas perdu la relation à l'être par hasard. Nous n'avons pas une déchéance spontanée qui tombe du ciel ou qui monte de la terre. Il y a un processus historique. Et je vais citer un exemple très simple, et à partir de là, je reviendrai sur ce que je fais avec les gens qui viennent me voir. Un exemple très simple. Le populicide vendéen. Parce que justement, la philosophie doit casser les savoirs éclatés, les champs spécifiques. C'est d'abord un rapport au tout. Hegel nous dit le tout, c'est le vrai dans son mouvement de déploiement. Le populicide vendéen. Alors j'écoute régulièrement Radio Courtoisie, on nous parle souvent du populicide vendéen. Et celui qui a dénoncé le populicide vendéen, c'est d'ailleurs Gracchus Babeuf, qui était à l'époque un homme radical qui allait à l'être dans une conception extrêmement révolutionnaire. Le populicide vendéen n'est pas quelque chose qui se passe comme ça par hasard. C'est l'industrialisation d'une procédure qui a existé durant tout l'Ancien Régime. Les croquants, les nu-pieds, les maillotins. Il y a eu des milliers et des milliers d'insurrections paysannes sous l'Ancien Régime qui ont été exterminées. La guerre de Vendée, c'est l'industrialisation du processus. Parce que la bourgeoisie marchande qui prend le pouvoir en 89 et qui va exterminer les Vendéens et les Chouans pour imposer son diktat, elle a existé bien avant. Elle a existé sous la Fronde. La bourgeoisie a déjà quelque part pris le pouvoir sous Philippe le Bel avec Enguerrand de Marigny. Il y a eu toute une série de massacres de paysans au cours des siècles et les guerres vendéennes, c'est le summum. Et il y en aura d'autres, puisque, comme je disais tout à l'heure, on a des insurrections dans les Landes ou dans les Pyrénées au XIXe siècle de communautés paysannes qui refusent qu'on casse leurs communaux. Donc, pendant des siècles et des siècles, les communautés humaines ont vécu historiquement
non pas la catégorie de l'être intellectuel construite a posteriori par des intellectuels qui ont regardé de loin ce qui pourrait être l'être comme catégorie. L'être était une catégorie historique, profonde. Et il faut revenir à l'étymologie de l'être. C'est ce que je fais très souvent avec mes patients, mais l'être a une étymologie, et l'étymologie de l'être, elle a une immense profondeur. Dans quelle langue En sanskrit en général et l'indo-européen, parce que ce qui est fondamental, c'est que toutes les racines européennes qui ont donc défini l'être, il y a des langues où le mot être n'apparaît pas. En indo-européen, la langue microcéphalienne, par exemple, en indo-européen, le wasus, qui a donné le vita, en latin, vita, la vie, et le wasus, qui a donné le assus, a donné le est. Il est. Cela est l'être de l'être. L'être, qui renvoie à wasus, c'est l'auto-mouvement de la vie. C'est l'auto-mouvement de la vie. Ça, c'est une des premières racines fondamentales indo-européennes qu'on retrouve dans tous les verbes, eimi en grec, sum en latin, etc. Et la deuxième racine, et c'est très intéressant parce que Hegel, Heidegger font le même travail là-dessus. Le travail, justement, de l'ontologie linguistique de l'être. Et la deuxième racine, on la trouve en grec dans fou, c'est une racine indo-européenne, fouo, qui veut dire la croissance, le mouvement, l'auto-mouvement. On la retrouve en français dans je fus, et c'est encore être. Donc, le concept d'être renvoie à un concept de vie qui est automouvement du jouir, automouvement de la croissance, automouvement de la réalisation de l'individu. Autrement dit, qu'est-ce que l'être ? C'est l'automouvement de l'être qui réalise la substance d'épanouissement de quelque chose qui n'est pas à l'avoir et que l'avoir va venir après coup détruire. Alors on peut effectivement catégoriser l'être, sauf que dans la vie concrète du quotidien, là où je rencontre des gens qui vont mal, le doigt doit être mis sur la contradiction entre l'être et l'avoir, mais en expliquant justement que la vraie jouissance de l'être, qui définit la nature historique de l'être qui se tient debout en tant qu'être, elle est radicalement antinomique à la consommation marchande. Pourquoi les gens vont mal ? C'est parce qu'on leur a dit, si tu es, tu consommes de la marchandise, qu'elle soit narcissique, intellectuelle, qu'elle soit quantifiable, marchande. Donc aujourd'hui, être, c'est consommer. C'est consommer. Ça peut être, bon, puisque vous êtes à l'université, vous devez voir tous les jours des consommateurs narcissiques. L'université est un lieu magique où l'on vient consommer du narcissisme spectaculaire. Ça peut être le supermarché où je vais venir consommer de la quantité marchande. Mais aujourd'hui, être, dans le champ de la marchandise, c'est avoir et c'est jouer du spectacle de la représentation. Et tout le monde est là-dedans. Et tout le monde est là-dedans, puisque c'est la logique universelle du monde. Et elle est là, la structure fondamentale de la déchéance de l'être. Les gens ne peuvent plus dire « je suis » qu'en disant « je suis parce que j'ai, je possède, je représente, j'ai lu, je vais dire, je suis brillant là, je suis encore plus brillant là ». Mais que suis-je hors de ce champ social ? Les gens sont nus. Donc, et alors, qu'est-ce que les gens sont ? Ce que vous dites ressemble énormément à ce que dit Rousseau déjà sur l'amour-propre, le regard que l'autre porte, etc. Ce que vous dites ressemble beaucoup à ce que dit Sartre également sur l'enfermement de l'autre dans le regard de l'autre. Les guerres vont plus loin que Sartre et Rousseau. Oui, mais je reviens sur la pique que vous m'avez envoyée tout à l'heure en me disant une piquette. Une piquette. Alors, je bois la gorgée de piquette que vous me tendez et tout simplement en me disant qu'il faut que j'historicise un petit peu mieux mon raisonnement, mais c'est dommage que nous ne nous soyons pas rencontrés plus tôt, parce qu'à ce moment-là, vous m'auriez peut-être un petit peu lu, et vous auriez vu que j'ai énormément écrit sur le problème historique en question, puisque j'ai beaucoup écrit sur Hegel, Heidegger. À ce moment-là, vous voyez, évidemment, ne peut pas parler de l'histoire, etc. La question portant sur l'être n'est pas une question historique. Je dirais plutôt que l'histoire est une question ontologique. Histoire, faisons quelque chose de très simple qui n'effraiera pas les auditeurs. On va faire un tout petit mot d'allemand. Geschichte, allemand. Geschehen, le verbe qui sort de Geschichte, d'où vient Geschichte. Geschehen, ça veut dire avoir lieu. Bon, l'histoire est précisément ce qui a lieu, c'est ce qui sort précisément, c'est ce qui jaillit précisément. Bon,
c'est un domaine qui est précis, et l'allemand a un mot pour dire ce qui a lieu, c'est le mot geschehen, et ce n'est pas le mot sein, à savoir l'être. Le verbe sein, c'est le mot qui signifie être. L'être, vous dites donc, vous le mettez sur certains plans. Moi, j'ai envie de vous dire que l'être, c'est d'abord ce sans quoi vous ne pourriez pas en parler s'il ne vous précédait. Et de fait, si jamais l'être vous précède, parce qu'il est ce sans quoi vous ne pourriez pas en parler s'il ne vous précédait, il faut d'abord rentrer au plus profond de vous-même pour vous rendre compte de la dimension qu'il a en vous-même et de cette épaisseur extraordinaire qui, chez les chrétiens, s'appelle la grâce prévenante et au sein de laquelle, effectivement, l'intériorité doit apprendre à se mouvoir pour se recevoir d'elle et pouvoir diffuser précisément ce qu'elle reçoit à ce moment-là. Et c'est en apprenant, je pense, aux personnes, alors je ne suis pas philosophe analyste, mais je ne fréquente pas, je n'ai pas de cabinet, je ne fréquente pas, etc. Mais simplement, je pense que le rentrer pour goûter la présence silencieuse de l'être et de comprendre à quel point sa teneur dans son silence, ce silence effectivement qui nous élève au-dessus de toutes les marchandises dont vous parlez, ce silence beaucoup plus éloquent que tous les bruits faussement parlants dont nous sommes entourés, ce silence est précisément ce dont nous sommes investis et dont nous pouvons rayonner pour précisément devenir des luminaires, des lampadophores, dirait Mallarmé, des porteurs de lumière. Eh bien, cette lumière-là, apprendre aux personnes qu'ils en sont investis, qu'ils la perdent, qu'ils sont contents de la perdre, qu'ils croient pouvoir être heureux d'être contents de la perdre, c'est là qu'est tout le problème. Et pour cela, il faut une définition de l'être qui soit suffisamment précise. Vous dites que la définition de l'être est un exercice intellectuel. Je ne crois pas. Ce n'est pas intellectuel de rentrer au fond de soi pour sentir les vibrations profondes de quelque chose qui vous dépasse. C'est quelque chose de mystique. Il y a beaucoup de grands mystiques qui n'avaient pas fait du tout de philosophie. Il y en a même qui étaient complètement analphabètes et qui étaient d'une puissance de feu. Je pense à Sainte Catherine de Sienne, qui ne savait pas écrire et qui se recevait tout simplement de cet être qu'elle avait en elle. Disait donc, peut-être vous l'avez certainement déjà lu. Bon, mais je vais reprendre la parole. Voilà. Est-ce que ce qui vous oppose, en fait, si j'ai bien compris, parce que la question n'a pas été franchement abordée, c'est que vous mettez Dieu au centre du monde, ou au centre de l'être, et que vous ne le mettez pas. Dieu au centre du monde, vous voulez mettre Dieu dans le monde? Non, mais attendez, je simplifie, attendez. Vous me faites ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un dont vous ne parlez jamais, c'est Dieu, là, pour le moment. Ah Dieu, mais parlons-en, j'attendais que ça. Bon, mais est-ce que c'est ça qui vous oppose tous les deux? Ah, moi, je ne sais pas du tout ce que pense Monsieur Cousin. Je sais pas. Quand je reçois des gens qui ne vont pas, la première question n'est pas celle de Dieu. La question de Dieu peut se poser. Mais je poserai la question de la sacralité. C'est-à-dire que on peut ensuite poser la question de Dieu. Mais ce qui est fondamental, c'est que la marchandise a tué toute sacralité. La marchandise a fait du sexe, de l'amour, de l'intériorité la plus riche et la plus belle de l'être de l'homme, une marchandise. Alors ça, c'est réel, c'est tangible. Parce que le sexe et l'amour. On peut discuter des catégories. On peut discuter des catégories. Moi, ça ne me dérange pas et ça me ferait même plaisir d'en discuter avec vous. Mais la matière première de la réalité philosophique, c'est la souffrance de l'être là qui vient et qui parle. Et cette souffrance de l'être là qui vient et qui parle, avant de l'embringuer dans une relation où je vais effectivement pouvoir ultérieurement catégoriser, théoriser conceptuellement les choses, c'est qu'il y a un tripale de souffrance. Et finalement, l'ontologie première de ce qui fait que l'acte philosophique est un acte radical et subversif au sens où il renverse la totalité du mensonge marchand, c'est qu'il prend en pleine main la souffrance de l'être. Pourquoi y a-t-il souffrance de l'être ? Et ça, la réponse, elle est historique. Il y a souffrance de l'être parce que depuis des siècles d'aliénation marchande, la marchandise est montée à son apothéose. Tout à l'heure, vous avez parlé de fin des temps et du spectacle de la luxure de marché. On est dans une apothéose. Je n'ai pas dit spectacle de luxure de marché. Non, mais j'ai entendu spectacle et luxure de marché.
séparément. Hein. J'ai pas dit que vous aviez dit spectacle de luxure de marché, mais j'ai entendu spectacle de décomposition et luxure de marché. Ah d'accord, oui, voilà. d'accord. Enfin, donc ce que je veux dire, on est sans avoir voulu cette concaténation de termes, cette concaténation de sens. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il existe aujourd'hui au monde une souffrance existentielle des êtres, et que cette souffrance existentielle des êtres n'a fait que croître au fur et à mesure que l'empire de la marchandise a étendu son règne sur le monde. Je vous prends un exemple tout simple, je termine. Les Indiens d'Amazonie sur lesquels Pierre Clastre a énormément travaillé, c'est un exemple très intéressant. Les derniers Indiens d'Amazonie, vous avez un bouquin en terre humaine chez Plomb qui s'appelle Les Indiens Guayakis. Les Guayakis ignoraient la dépression. Les Guayakis ignoraient la concurrence. Mais les Guayakis ignoraient le verbe avoir. Le groupe Guayaki il y a d'autres choses qu'ils ignoraient. Vivait dans une communauté d'immanence où il n'y avait pas de concurrence. Où il n'y avait pas de concurrence parce qu'il n'y avait pas de spectacle marchand, parce qu'il n'y avait pas de possession, parce qu'il n'y avait pas de mise en concurrence narcissique des individus dans le groupe. Il n'y avait pas de tension. Alors, les tensions sont naturelles, sauf que la tension, elle s'autorégulait dans l'immanence du groupe. Aujourd'hui, il n'y a plus d'immanence du groupe, c'est l'immanence absolue de la marchandise qui a conquis chaque individu, jusqu'à son intimité la plus profonde. C'est-à-dire que la marchandise, c'est pas simplement les stocks qu'on voit dans les magasins, c'est un rapport social d'aliénation qui est rentré dans les êtres. C'est-à-dire que quand deux individus aujourd'hui se retrouvent autour d'une table pour parler, il y a déjà une concurrence narcissique spectaculaire qui, de manière inconsciente, se met en marche. Parce que la marchandise a envahi la totalité du champ social. Quand une discussion se termine... Me dites pas que c'est pour ça que vous m'avez envoyé une pique tout à l'heure. Mais non, voyons. Bon. Une discussion se termine. J'ai souvent fait le test dans certains ateliers. La question qui vient, comment suis-je passé ? Cette saveur narcissique, comment suis-je passé ? Au regard des autres. Au regard des autres. Mais ça c'est l'ancrage type de la perte de l'être. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est comment je passe. C'est pas ce que je suis, c'est comment je passe. Donc, si vous voulez, tout ça aujourd'hui fait souffrance. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et on va encore lire quelques messages parce que... Des gentils et des méchants. Voilà, parce que pour vous rappeler... Que Radio Courtoisie est une radio interactive. Qu'il y a des auditeurs. D'une auditrice, il faudrait que vous puissiez traiter de l'être et le faire après avoir traité de l'être et de l'avoir. Il y a un très beau livre de Gabriel Marcel sur la question qui s'appelle Être et avoir, que je conseille à beaucoup de personnes, si je puis me permettre. D'une autre auditrice, une émission très intéressante, ça serait bien de pouvoir dire la même chose avec des mots plus simples. D'un auditeur, ce que dit Monsieur Caron est un peu marxiste. Marxiste ? Vous êtes sûr qu'on nous... Non, marxiste. Écoutez la suite. Je lis ce que ce monsieur écrit. C'est l'influence de la société Philosophie. de la germanique de droite comme de gauche. C'est très loin de l'esprit gréco-latin. Alors là, je ne comprends pas du tout, cher monsieur. Écrivez Écrivez à mon éditeur. Faut-il avoir le micro ? Faut-il avoir le micro pour être brillant. Et faut-il être un micro pour avoir le brio ? Je ne sais pas. Voilà. Bon, donc, non, mais pour vous dire que on a toujours des réactions qui sont peut-être pas exactement celles que vous espérez, mais... Ah, mais nous n'espérons rien du tout. Enfin, n'est-ce pas, cher... Si, moi j'espère toujours un peu quelque chose. Ah, bah écoutez... Enfin, en ce domaine-là... Donc, pour en revenir, quand même, moi j'aime bien les choses pratiques. Bon, qu'est-ce que vous faites aux gens ? Alors, aux gens, je ne leur fais rien parce que... C'est inquiétante. Hein. Voilà. Le... Qu'est-ce qui se passe dans votre cabinet ? Le fond... Alors, il y a d'abord une consultation préalable. Non, parce que ce que je veux dire, reçois les gens... Bon, on en a déjà parlé Non, ensemble, pas souvent, mais etc. Bon, vous m'avez dit que vous recevez des gens en morceaux qui pleurent dans votre... Il y a les deux. Il y a des gens qui... On a des gens qui s'interrogent. Des gens cassés. On a des gens qui s'interrogent et qui veulent que le questionnement qu'ils ont déjà commencé leur permette d'aller plus loin. Et on a effectivement beaucoup de gens qui... ontologiquement ne vont pas, parce que cette dimension essentielle de l'être et de l'infini a été brisée par l'histoire, elle ne s'est pas brisée toute seule, elle a été brisée par l'histoire, et on a des gens qui ont une relation à leur mari, ou à leur femme, ou à leurs enfants, ou au travail, qui sont totalement déstructurés. Donc les gens font semblant d'aller bien. Il y a des millions de gens aujourd'hui qui font semblant d'aller bien parce qu'ils déplacent, parce qu'ils compensent.
Oh, ils font du sport, ils voyagent beaucoup. C'est-à-dire que les gens activent la transhumance pour ne pas voir. Vous oubliez les hommes politiques qui font semblant d'aller mal. Voilà, aussi. Et donc, je reçois les gens, et la première consultation est une consultation, je dis préalable, en ce sens qu'on n'est pas obligé de continuer. C'est la première consultation, on se rencontre et on va creuser le questionnement qui traverse les gens de manière implicite ou explicite. Parce que quelqu'un déjà qui arrive au cabinet a des questions qui travaillent. Et ces questions qui travaillent, on va les mettre dans un positionnement en ricochet où chaque question va produire une autre question. Et progressivement, ce que la personne ne voulait pas voir ou ce que la personne ne pouvait pas voir va être dévoilé parce que, comme le disaient les Grecs, comme le disait aussi Hegel et comme le disait Aristote, comme le disait Heidegger, je me disais. La vérité est aletheia. Et l'aletheia, c'est quelque chose de décisif parce que l'aletheia est un dévoilement. On retrouve ça dans énormément de langues indo-européennes. La vérité, pour les Grecs, était un concept privatif. C'est-à-dire que la vérité n'est pas ça. La vérité, c'est le A privatif d'autre chose. C'est-à-dire que la vérité présuppose un acte. Un acte. C'est pas simplement une intellectualisation. La vérité présuppose un acte de dévoilement. Donc, la vérité est voilée. Quand les premiers philosophes, les présocratiques, ont commencé à se poser un certain nombre de questions, ils ont bien vu que, historiquement, la question ontologique de l'être, parce qu'elle était déterminée par un mouvement historique, présupposait qu'il y avait toute une série de cheminements aliénatoires qui voilaient. Et c'est pour ça que, on en discutera sur d'autres territoires. Hegel est décisif sur le concept de l'aliénation. Donc, la vérité est voilée. La vérité est voilée. Donc, qu'est-ce que je fais au cabinet ? Je mets en marche une parole déliée, parce qu'en grec, l'analyse, c'est analuo, et c'est quelque chose de décisif. L'analuo en grec, qui a donné donc l'analysis, l'analyse, c'est une activité qui dévoile, qui défait, qui déconstruit l'imposture, mais qui affranchit. L'analysis est l'acte d'affranchissement. C'est pas un acte intellectuel méditatif où j'essaye d'avoir une relation intellectuelle à l'ontologie de l'être. C'est un acte pratique parce que la vérité de l'acte est dans l'intention de l'acte. Donc, le dialogue a pour objet de dévoiler, et il ne peut dévoiler que dans un acte d'autonomie du sujet. C'est-à-dire que c'est la personne elle-même qui va délier. Parce que dans le dialogue, une parole va s'instaurer. Je ne suis pas le maître, elle n'est pas l'élève. Le cabinet de philo-analyse ne fait pas des cours de philosophie. Il aide à partir d'une méthodologie l'individu à accoucher à lui-même par-delà les mensonges historiques de l'aliénation. Parce que les mensonges de l'aliénation qui voilent l'être ne sont pas des mensonges, ce sont des mensonges historiques. Il y a une histoire de l'aliénation qui a produit cela. Et donc, par le dialogue, j'aide la personne progressivement à acquérir la maîtrise d'elle-même et à trouver la source des angoisses, des peurs, des difficultés et de tout ce qui fait qu'il y a souffrance en l'être. Alors, avant que vous repreniez la parole, et d'ailleurs, je pense que la première question, s'adresse aux deux, mais je pense que vous pourrez y répondre. Donc je pense que c'est les deux derniers messages. On a beaucoup de messages, finalement. La philosophie intéresse les gens de Radio Courtoisie, même à 9h moins le quart du soir. Mais c'est normal, la philosophie prend son envol, comme la chouette de Minerve, à la tombée de la nuit. D'une auditrice, merci pour l'émission extraordinaire. Pensez-vous que les communautés religieuses sont plus près de l'être que de l'avoir ? Avant que vous répondiez... Ça dépend lesquels. Une dernière intervention. Et d'un auditeur, pour ma part, je pense que l'être n'existe pas en tant qu'objet ou entité identifiable. Il n'existe, à mon sens, que des trajectoires de vie et des instants présents au cours desquels nous mesurons ce que nous sommes. Bonne chance. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question sur les communautés religieuses. On peut dire même les communautés religieuses au sens large. Au sens large ? Vous voulez que je donne le nom de celles qui font des biens lucratifs ? Non, pas du tout. Je parle
pas nécessairement des communautés religieuses catholiques. Qui sont dans l'avoir. Ah, vous croyez que le catholicisme fait du bien lucratif. Très bien. Écoutez, nous avons un point de désaccord fondamental. Je parle des communautés catholiques, là. Donc, on peut parler les des communautés religieuses sont dans l'avoir, ou dans l'être, c'est cela? Non, sont plus dans l'être que dans l'avoir. Déjà, il y a plusieurs formes de vocation, de même qu'il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon père, dit le Christ, il y a plusieurs vocations dans la mère Église. Donc, il y a des contemplatifs, il y a des actifs. Les actifs ont besoin d'avoir un petit quelque chose pour pouvoir continuer leur apostolat. D'autres, les contemplatifs, un chartreux, évidemment, il a besoin de peu de choses. Il se fait enterrer dans une tombe sur la croix de laquelle il n'y a même pas son nom. Je ne pense pas qu'il soit personnellement propriétaire d'un iPod et qu'il aille au supermarché. Non, je pense qu'on parlait plutôt de l'essence de l'être. Ah, l'essence de l'être. Eh bien, écoutez, l'essence de l'être, je ne sais pas. Moi, je veux bien parler de l'essence de l'être. Je veux bien parler pendant 5 minutes de suite, puisque nous sommes quand même dans une société de la vitesse, comme le dit Monsieur Cousin. Donc, en 5 minutes, on peut parler de l'essence de l'être. Hein. Moi, simplement, je peux vous lire ce passage de Microcéphalopolis qui est vers la fin, qui vous donne à peu près l'attitude qu'il me semble devoir. C'est le personnage principal qui parle. Absent à toute valtaille partisane, tendu vers l'essence, et par grâce dégagé de barbarie, je suis anarchiste de droit divin. Seul me concerne ce qui se dit au cœur de l'homme, l'image que dans la localité humaine Dieu met de sa transcendance, afin que l'homme épure son propre regard et trouve en son intériorité l'immensité qui l'effleure. Cette prévenante immensité qui appelle chacun à se laisser par elle guider et à la prononcer dans le sublime secret de l'art véridique, cette instance de joie dont tant fuient les promesses, c'est elle qui déploie en nous la liberté, instamment archique. L'anarchiste de droit divin délaisse la politique à sa sphère propre, s'admettant lui-même à la contemplation vibratoire de l'écoulement de cette liberté que l'absolu met en lui, et incessamment adonné au baiser de la grâce englobante, donne toute initiative à la souveraineté de l'ultime. Ainsi veux-je me laisser associer par le Maître à la trinitaire symphonie créatrice, dont la puissance fait jaillir le monde, et assister dans les bras de mon Père à la révélation du lieu d'éclosion de mon âme, tandis que souffle la musique de mes lignes sur un monde en ruine, tandis que chante la voix de cette orante résistance à la barbarie, c'est le Seigneur qui guide mon être. Il est lui-même l'abri sous lequel il vient à moi m'offrir sa parole. Le souffle de son verbe ouvre ma bouche, la lumière de son foyer soulève mes paupières. Quels d'entre nous fussent dans l'erreur au pied de la vérité qui relève et révèle? Dieu provient en résonance rayonnée devant tous la symphonie de l'inaltérable. Gloire, éternité imperturbablement manifestée. Il me semble que cela suffit à répondre. Ce qui renvoie à la question que je vous posais il y a une demi-heure. Ah, donc je pense que on va donner... Moi, sur la religion, et ça va me permettre de citer un cas précis qui est mai 68, et en particulier tout le travail critique qu'ont fait les situationnistes sur mai 68, et la haine radicale que tout l'état-major de la marchandise a pour la religion, et en particulier en Occident pour le christianisme. Il faut comprendre que la marchandise, pour accéder à son pouvoir total, devait profaner la totalité de l'être. Et qu'effectivement, tout à l'heure, nous parlions du sexe. Le sexe est le centre le plus magique de l'être dans ce qu'il a de plus pur et de plus sacral. Et mai 68, en marchandisant le sexe et en faisant du sexe la marchandise la plus répandue en marchandisation possible pour les générations qui suivaient, ça a été non seulement un acte de profanation, mais ça a été un acte par lequel la marchandise s'est fait religion du monde et religion du sexe. C'est-à-dire que il faut comprendre en quoi la marchandise s'est faite religion. Les religions sont en train de disparaître parce que précisément, la marchandise s'est fait la religion absolue. Et on ne peut pas comprendre la haine qui s'est répandue contre la religion, et en particulier toutes les cocasseries ridicules qu'on a vues sur le Christ, si on ne comprend pas qu'il y a un combat ontologique et historique de la marchandise contre cela.
Parce qu'il y a dans le christianisme, et en particulier dans le christianisme primitif, je ne parle pas du christianisme institutionnalisé, mais il y a une pensée subversive de l'être dans le Christ. Bon, je vais prendre 2 exemples qui sont absolument décisifs et qu'on trouve dans les évangiles, qui sont vraiment des passages radicaux. On a le passage de la femme adultère où le Christ va dire qu'effectivement, c'est au premier qui se sentira en situation de ne pas avoir commis de péché de lancer la pierre. Bon, on peut prendre cette histoire comme un acte anecdotique, sauf que c'est réellement une dimension ontologique, philosophique et radicale de l'être, à la pensée de l'être et à la pensée de l'agir de l'être. Et cette pensée-là, elle est d'une radicalité absolue. Le passage sur la femme adultère, bon, c'est pas simplement une répudiation radicale du judaïsme et de l'islamisme à venir, c'est un acte fondateur d'une pensée éthique radicale qui est incroyable quand on y songe. Et le deuxième passage qui me semble extrêmement important, c'est quand le Christ s'oppose aux Juifs traditionnels et qu'il leur dit l'impur n'est pas dans ce que l'on mange, puisque vous savez qu'il y a toutes les mises-votes d'interdiction alimentaire, mais que le Christ dit, l'impur est dans ce qui vient du cœur et qui sort par la bouche. On a une inversion radicale de tout ce qui deviendra le talmudisme et de tout ce qui est fétichisme, enfermement de l'être dans le rituel. Et il faut comprendre que il y a dans le christianisme tel qu'il s'est construit une pensée radicale de l'être. Alors on cite tout le temps les marchands du temple, bien évidemment. Il y a un refus de la marchandise et de l'avoir au niveau des marchands du temple, mais plus profondément dans la radicalité même du message christique, il y a quelque chose qui est fondamentalement anti-marchand. Et on ne peut pas comprendre pourquoi la religion marchande, se faisant absolue du monde présent, est obligée de piétiner à ce point le christianisme. C'est pas un hasard, c'est pas un raté, c'est véritablement une nécessité là ontologique. Ce que vous appelez le christianisme institutionnalisé, c'est les chrétiens qui ont suivi celui que Jésus a intronisé, Pierre qui bâtit une église. Alors, c'est ça que. Disons qu'on a dans le christianisme 2 grandes phases. On a la phase christique elle-même. Et puis alors après, on a une phase administrative et institutionnelle qui va construire bien d'autres choses. Je vais vous couper la parole. Comme il nous reste un peu rapide. Attendez, comme il nous reste 3 minutes. Oui, ça fait. Il y a 1 minute qui sera destinée aux messages. Mais pas les messages, aux informations. 30 secondes pour dire que le Christ a confié son église à sa mère et à Saint Jean et à Saint Pierre. Voilà. Alors, j'aurais aimé que vous me disiez, on pourrait dire la phrase de la fin, on pourrait dire c'est la phrase de la fin, c'est que vous apporte la philosophie à vous. Mais court, hein, chacun. Commencez, cher. En très court, c'est la phrase intitulée que j'ai mis sur le site et sur la carte, c'est avoir prise sur les raisons d'être de ce qui arrive. Avoir prise. Eh bien, la philosophie m'apporte la possibilité d'obtenir les concepts nécessaires à la compréhension des choses et surtout à pouvoir dépasser, grâce aux concepts que me donnent d'autres philosophes, qui sont de grands philosophes, pouvoir dépasser grâce à ces concepts les concepts qu'ils m'ont donnés, afin de pouvoir aller bien plus loin que ce qu'ils ont dit, car leur discours est bien inadéquat, aller chercher le véritable système par-delà tout ce qu'ils ont fait, et pouvoir donner enfin, si Dieu me prête vie, force et santé, le système de l'histoire de l'éternité et du temps. Je vous remercie tous les deux. On va lire 3 petites annonces. Et on va rendre l'antenne après un dernier mot de ma part. Vous êtes invité à une conférence que donnera Maxence Caron, lauréat de l'Académie française, au Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, à Paris 2e, pour son livre Microcéphalopolis, édition Via Romana. Donc on redonne le jour et l'heure. Et le jour, c'est mardi 3 février à 20h. Parfait. Donc vous aurez le plaisir d'entendre un de nos 2 invités. Et puis vous êtes invité à des signatures chez Duquesne Diffusion. Vendredi 16, c'est Reynald Séché. Et puis samedi 17, Chantal Hélin. Et puis chez Librairie France Livre, encore Reynald Séché. Samedi 17, l'après-midi. Voilà. Donc on a le 16 à la librairie Duquesne, Reynald Séché, donc La guerre de Vendée, le système de dépopulation. Publié aux éditions du Cerf. Publié aux éditions du Cerf. Et le samedi, le même auteur signera les mêmes ouvrages.
Donc, je remercie chaleureusement Francis Cousin, qui est docteur en philosophie, qui tient un cabinet de philo-analyse. Il y a des gens qui sont intéressés, qui appellent, on leur donnera le téléphone. Et Maxence Caron, qui est agrégé de philosophie, docteur ès lettres, et qui vient de sortir aux éditions Via Romana un roman brillant et difficile, Microcéphalopolis. Et maintenant, l'annonce. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le livre journal de la Résistance française, dirigé par Emmanuel Ratier, assisté de Françoise Varlet. Diffusé en direct le 14 janvier 2009 de 18 à 21h, en différé le 15 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce livre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 € ou 15 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu de cassette pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Tradition, pour la gloire et la patrie, que lutter, c'est